Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre avec Elsa Flagel dans le cadre du festival Lire à Limoges. Bonjour Elsa Flagel et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour échanger autour de votre dernier livre, Hôtel du bord des larmes. Très beau titre. Merci. Voilà, c'est chez Mialet Barreau et c'est votre 5e roman. Vous avez d'abord... 6e à vrai dire. 6e roman, Oui. même, puisque là je ne comptais pas celui-là. Je suis mauvaise en maths. Moi aussi. Vous avez commencé par des études de cinéma. Vous avez fait un mémoire sur Jacques Demy. Vous avez pris des cours de théâtre. Donc un intérêt pour l'image, pour le travail d'acteur, d'actrice, pour les rôles aussi, et puis pour les relations entre les gens, entre les personnes. Ça, je pense qu'on va en parler quand on va discuter d'Hôtel du bord des larmes. Et puis vous publiez J'étais la fille de Mitterrand, qui est un roman qui s'intéresse au rapport père-fille, pardon. Les araignées du soir, Chassés-croisés amoureux, Les mijaurés, l'amitié adolescente. À nous regarder, ils s'habitueront. Là, c'est un couple qui va accueillir un bébé. Tout se passe bien, tout s'annonce parfaitement. Et puis, le bébé arrive plus tôt que prévu. Et ce couple se trouve bouleversé par l'arrivée de l'enfant. L'angoisse de la prématurité et tout ce que ça chamboule dans une vie. Et vous vous intéressez vraiment à ces rapports de couple, à ces rapports entre les familles, à ce qui vient gripper la mécanique, aux petits grains de sable qui viennent s'inviter dans les rouages des rapports. J'ai l'impression que sont vraiment des thèmes qui vous intéressent. Et dans Hôtel du bord des larmes, vous vous intéressez au divorce et vous inventez des divorces hôtels. C'est un concept d'hôtel dans lequel les couples qui sont au bord du gouffre et qui vont se séparer se rendent, et c'est la rencontre entre le développement personnel et la rupture, quoi. C'est le moment où il y a à la fois un notaire qui va très pragmatiquement aborder des questions de qui récupère la voiture, qui récupère le canapé, où est-ce qu'on signe et merci, au revoir. Et puis en même temps, on peut faire des massages, on peut faire des promenades, on peut faire des cours de cuisine ou je ne sais quoi, des thérapies d'oxygène. Enfin, tout ça est proposé pour permettre aux couples. Et il y a évidemment des personnes qui ont des entretiens pour clore et clôturer l'histoire. Moi, quand j'ai lu la 4e de couverture et que j'ai commencé le livre dans les toutes premières pages, ça ne m'aurait pas étonné que ça puisse être presque une histoire à la Black Mirror ou à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'aurais pas été surprise qu'il y ait un ingrédient un peu dystopique où on efface la mémoire de ces gens, tellement on a l'impression que finalement c'est l'ambition du week-end, quoi. On va tartiner tout ça d'une couche de bien-être et ça va passer comme une lettre à la poste. Et puis en fait, non, on se retrouve dans l'enfer de Sartre, quoi. On se retrouve dans l'hôtel où atterrissent ces personnages sartriens qui meurent et qui sont coincés ensemble pour l'éternité, alors que bon, là, l'éternité dure 2 jours, heureusement, mais qui sont obligés de faire le point, de vivre ensemble et de vivre les derniers feux de cette relation. Alors, j'ai trouvé que l'idée était géniale, hein, l'idée du roman. Et le roman lui-même. Alors, pour résumer l'histoire, c'est Cécile et François, couple qui se sépare avec une petite fille, donc bien sûr tout ça vient compliquer beaucoup le divorce. Ils arrivent chacun avec leur histoire et ils se retrouvent dans cet hôtel où les accueille Jeanne, qui elle est chargée de s'occuper du divorce, donc de les coacher, de les accompagner dans cette entreprise. Et Jeanne elle-même est divorcée d'Ismaël, elle a 2 enfants. Et comme ça arrive toujours, souvent dans la vie, les choses ne se passent pas exactement comme prévu et Jeanne va avoir un coup de foudre pour François. C'est pas du tout censé arriver, hein. C'est pas encouragé en tout cas par l'hôtel. Et un lien va se créer entre eux ou pas. Enfin, les choses se passent comme ça. Et puis, il y a un jeune homme qui, lui, est réceptionniste, un jeune garçon qui est à l'aurore de sa vie, quoi, qui prend son envol, Julien, et qui va aussi, lui, observer tout ça. Et qui va aussi être un personnage important. Donc j'ai résumé le texte. Je vais vous poser des questions bien sûr sur ce texte, mais d'abord j'aimerais savoir, pour parler de l'ensemble de votre œuvre, qu'est-ce qui vous a fait passer du cinéma à l'écriture, sachant que le cinéma est quand même très présent, je trouve, dans le roman, dans ce roman. En fait, c'est une bonne question parce que c'est pas que je ne sais pas, mais disons que le cinéma, quand j'ai fait des études de cinéma, c'était vraiment parce que j'étais une grande cinéphile et que j'adorais ça, mais je n'avais pas une velléité de faire du cinéma. J'avais envie d'étudier le cinéma, je me plaisais dans
dans le rôle de critique presque. En fait, d'ailleurs, c'était quelque chose qui me tentait d'être critique de cinéma. Je trouvais ça vraiment, je me disais, regarder des films toute la journée, les étudier, je trouvais ça fascinant. Et puis en fait, c'est un événement personnel qui a fait que j'ai commencé à écrire. Et j'avais juste besoin, au moment où j'ai commencé à écrire, de me décharger. Je pense que c'était vraiment comme beaucoup de gens qui commencent à écrire finalement. Bon, ben voilà, je ne sais pas comment faire pour évacuer cette chose-là. En l'occurrence, moi, c'était un chagrin d'amour, hein, donc ça rejoint un peu ce livre-là. Mais il fallait que je trouve un moyen de sublimer ce chagrin. Donc je pense que quand j'ai commencé à écrire, et je ne sais pas pourquoi c'est l'écriture qui est venue, ça vraiment je ne sais pas, parce que j'aurais pu, je sais pas, me lancer dans toute autre chose, mais je lisais des livres, mais ça m'était jamais venu à l'idée d'écrire, quoi, vraiment jamais. Donc je me suis mise à écrire, et le cinéma en fait a infusé c'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais voulu faire de cinéma parce que je ne sais pas, c'est un langage qui me semble que je ne goûte qu'en tant que spectatrice. Voilà, je ne me vois pas du tout faire des films. Mais par ailleurs, j'ai l'impression que ça irrigue complètement mes romans par la dimension visuelle, je pense, effectivement. J'ai écrit un roman d'ailleurs que vous n'avez pas cité, qui se passe dans un cinéma avec l'œuvre de Truffaut, enfin avec Baiser volé de Truffaut en fond, qui s'appelle Madame Tabar n'est pas une femme, qui était mon deuxième roman, et le cinéma irriguait beaucoup le livre. Mais je dirais que... Il y avait bien un problème dans ma liste. Voilà, c'est ça, il en manquait un, c'est pour ça. C'était le deuxième. Madame Tabar n'est pas une femme, mais je dirais que ce que le cinéma produit sur le spectateur, en tout cas sur la spectatrice que j'étais, j'aimerais tellement que mes livres puissent procurer la même chose à quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai des livres qui m'ont donné des émotions très puissantes, mais je crois que malgré tout, le caractère complet du cinéma, c'est-à-dire la musique, la puissance des images et le scénario, évidemment, et le jeu des acteurs, cette chose-là, j'aimerais qu'elle soit aussi dans mes livres, cette chose qui vous emporte, quoi. Donc peut-être que c'est pour ça que la dimension visuelle, par exemple, des scènes est aussi présente, ou peut-être. Et puis aussi, quand j'ai fait des études de cinéma, moi j'étais très intéressée par les relations d'intertextualité entre les films. Alors j'avais appelé ça l'interfilmicité, ça me plaisait beaucoup. Dans les films de Jacques Demy, en l'occurrence, c'est-à-dire les liens entre des films entre eux, c'est l'espèce de filiation d'un film à un autre et de construction d'une œuvre finalement sur elle-même. Et j'adorerais faire ça aussi. Mais il y a un lien quand même entre vous. Oui, bien sûr, c'est très littéraire comme concept d'ailleurs. C'est un concept littéraire, et moi j'ai étudié le cinéma avec ce concept-là littéraire que j'avais adapté au cinéma. Donc en fait, je crois que j'ai toujours été irriguée par la dimension d'une œuvre, quoi. Qu'est-ce que c'est que construire une œuvre? Qu'est-ce que c'est de construire les choses les unes sur les autres, pour que ça tourne presque dans un mouvement de circulation, quoi. C'est intéressant parce qu'à un moment donné, vos personnages, François et Jeanne, hein, c'est bien qu'ils sont en train d'avoir un petit flash comme ça, l'un pour l'autre. Lui parle d'effets de cinéma. Il dit que dans la vie, parfois, il y a des moments qui sont de véritables effets de cinéma, dans lesquels tous les ingrédients sont là, et on sent qu'on va se souvenir de ce moment qui va rester gravé dans notre mythologie de vie personnelle. Et Jeanne lui répond que pour elle, c'est du romanesque. Et j'ai trouvé très intéressant que vous fassiez dialoguer à l'intérieur du livre une perception fictionnelle, mais de la vie réelle, qui en fait est de la fiction, puisque c'est dans le livre. Donc je trouve ça assez... il y a une profondeur de réflexion sur comment est-ce qu'on perçoit la réalité et comment est-ce qu'en tant qu'autrice, on la retranscrit, que je trouve assez fascinante. Oui, et puis c'est vrai que cet effet de cinéma dont il parle, en fait... Mais c'est un truc qui existe vraiment, on le connaît. Bah oui, mais moi, quand je l'ai écrit, je l'ai inventé. Enfin, oui. je me suis pas dit, c'est pareil pour tout le monde, mais j'avais l'impression que tout le monde pouvait voir de quoi je parlais. C'est-à-dire des moments où d'un coup, on a l'impression d'être extrêmement vivant, en fait, tout simplement. C'est juste ça, où la vie devient presque palpable, quoi. C'est pas si fréquent. Et d'ailleurs, il dit, le personnage, c'est pas forcément un moment heureux. Ça peut être aussi très dramatique, justement, ces moments-là. Mais, et elle dit, pour moi, c'est du romanesque, parce que le cinéma n'est pas sa grille de lecture dans la vie, en fait. Mais, ou par exemple, c'est aussi des moments, je pensais, quand j'écrivais ce passage-là, je pensais au moment où on écoute de la musique dans la rue, par exemple, ou dans le métro, et que d'un coup, il y a on a l'impression qu'on est dans le personnage d'un film plus grand que nous, quoi, un peu comme dans
dans Truman Show ou même dans Eternal Sunshine, parce que ça me fait plaisir que vous parliez de ce film, parce que j'y ai tellement pensé en écrivant. J'y ai beaucoup pensé en lisant. C'est un film qui me touche beaucoup, et le côté dystopique du livre qui n'est pas vraiment exploité en fait dans Hôtel du bord des larmes. On ne peut pas dire que ce soit une dystopie, même si je ne l'ai pas situé dans une époque, même si on se doute que c'est à peu près après notre époque actuelle, mais peu de temps après. Mais le début du livre, j'avais envie qu'on se dise ça. Ah mais c'est quand? Mais c'est un monde qui n'existe pas, ces hôtels-là, est-ce qu'ils existent? En fait, ils existent réellement. Hein. Je n'ai pas inventé le concept, mais en fait, les gens ne savent pas que ça existe parce que ça ne devrait pas exister. Non. En fait, c'est une dystopie actuelle, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, je suis assez contente que vous me parliez de ça parce que le film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'avais adoré parce que c'était à la fois hyper concret, hyper réel et réaliste dans une réalité qui était la nôtre, et en même temps un concept d'effacer les souvenirs difficiles qui n'existent pas. Donc ce mélange-là de c'est vrai, c'est pas vrai, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Oui, puis cet hôtel du bord des larmes qui est un peu la version, le pendant du mariage à Las Vegas, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, quelque chose de très artificiel, mais en même temps dans lequel les gens vivent quelque chose de réel, quoi, et de terrible. Ou de pas terrible, en l'occurrence, s'ils se marient, mais... Oui, et puis teinté de bien-être et de... tout rose. De bien-être, quoi. Il faut que ce soit agréable et qu'on passe un bon moment. C'est un peu aussi, c'est un discours qui est quand même assez actuel. Je trouve que les échecs sont des forces. Ça me fatigue, en fait. Tous les drames, c'est une façon d'être plus fort, de se renforcer. Et à chaque fois, en fait, quand j'ai écrit le livre, parfois, je me sentais un peu en colère d'une certaine façon parce que je me disais, mais il y a des gens qui ne se relèvent jamais, qui vivent des choses horribles, ils ne se relèvent pas parce que c'est trop dur. Et qu'est-ce que la société leur dit? Elle leur dit, si vous ne vous relevez pas de choses très dures, vous êtes des losers, en fait. Parce que même des échecs, il faut en faire des forces, mais c'est infernal dans quel monde on vit. Et du coup, moi, j'avais envie que cet hôtel-là, justement, ce soit ça, ce soit notre société un peu qui n'aime pas trop les aspérités, on va dire, ou qui voudrait que la force est érigée en suprême qualité. Et qu'au contraire, mes personnages, ils soient en fait un peu quand même cabossés, quoi, un peu cassés. Et en même temps, voilà, c'est pas... on continue, quoi. Ouais. Mais je voulais pas que ça devienne forcément quelque chose de positif, voilà. Mes personnages, ils ont du mal à se séparer, ils ont du mal à passer à autre chose, en fait. Je trouve que la vie est un peu compliquée. Mais ça n'empêche pas d'aimer à nouveau, quoi. Il y a quelque chose qui fait qu'on fait avec plutôt qu'on fait contre, quoi. Il y a quelque chose de cette idée-là. Oui, et puis vous montrez à quel point on vit aussi dans une société qui voudrait simplifier, donner des clés, donner des tactiques, des astuces pour finalement que tout... et ça englobe, là en l'occurrence, le divorce, ce qui est complètement absurde. Mais à un moment donné, dans un de ces hôtels-là, il y a aussi du team building. Donc c'est ces endroits où on force des collègues à se retrouver et à faire des choses ensemble pour devenir très copains et faire du yoga d'entreprise et tous ces trucs-là. Et c'est quelque chose de très actuel, mais qui est quand même vraiment... Là, vous le décortiquez avec un regard qui n'est pas non plus un regard en colère, mais qui est un regard un peu ébahi, j'avoue. Franchement, un peu ébahi. Non, pas en colère, parce qu'en plus, je me dis... Mais en plus, vous voyez la force narrative de tout ça. Oui, et puis peut-être qu'il y a des gens qui sont à qui ça plaît vraiment, donc je ne sais pas en fait, mais je me dis, je pense toujours à ceux qui n'y arrivent pas et qui ne rentrent pas dans cette chose-là, qui n'arrivent pas à y rentrer tout simplement, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser en fait? Et donc mes personnages, ils sont un peu dans cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans cet hôtel, donc... Jeanne, elle est là pour orchestrer le divorce, donc elle est employée, donc c'est un peu différent. Elle n'y vient pas pour divorcer, elle y vient parce que c'est son boulot, tout simplement. Et François et Cécile, eux, ils viennent pour divorcer. Et bon, lui, il n'est pas très convaincu par le concept, mais il a juste envie de se débarrasser de ce divorce. Il a juste envie que ça s'arrête, quoi, parce qu'en fait, il souffre, tout simplement. Et puis Cécile, elle est là parce que, pareil, elle s'est dit, bon, c'est rapide. En fait, c'est juste la rapidité qui les fait. C'est comme un fast-food, quoi. C'est le divorce clé en main. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pratique. Tout est fait. Et ce sera terminé, surtout. C'est le Deliveroo. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le Uber du divorce. Et en fait, oui, c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Parfois, ça va lentement, en fait, la reconstruction des gens. Et l'oubli, surtout, c'est quelque chose qui se fait lentement, voire qui ne se fait pas. Donc... Surtout que tout sédimente, en fait, chez ces personnages.
autant les uns que les autres, en fait. Hein. Il y a toutes ces choses qui retombent, on va en parler, hein, mais la jalousie, le désir, l'absence de désir, le corps de l'autre, son corps à soi, enfin, voilà, les enfants, voilà. Mais avant de parler de toutes ces choses, je vais vous demander de lire un petit extrait du texte. Donc c'est un face-à-face entre Jeanne et Cécile. Donc Cécile qui est la future divorcée, puis Jeanne qui orchestre le divorce. C'est ça. Jeanne lui propose un thé, un café, de l'eau. Cécile refuse tout. Elles éclaircissent les questions administratives, ce qui reste à faire, qui a gardé l'appartement, comment ils se sont organisés jusqu'à présent avec Valentine, avec l'argent, avec ce qui avait été acheté ensemble au temps de l'amour et du définitif. Jeanne écoute attentivement, prend des notes, puis elle dit finalement « Vous avez réussi à vous mettre d'accord assez facilement ?» Cécile approuve, c'est vrai, ils s'en sont bien sortis. Elle a même l'air un peu fière, tout compte fait. Elle dit qu'ils ont été intelligents. Elle le répète plusieurs fois, comme si le dire allait le faire advenir. Elle dit que Valentine les oblige à l'être, que c'est leur priorité à tous les deux. Elle dit ça d'un air très concerné, soudain, très mature. Elle se sent femme cohérente, responsable, mère. Elle n'est plus la femme fatiguée d'il y a quelques minutes à peine. Elle croit presque à son assurance, à sa méthode. C'est fou comme les gens adorent s'ériger en exemple, distribuer des conseils comme des hosties, toujours une bonne adresse de dentiste, de pédiatre, toujours une bonne astuce pour éveiller son enfant, toujours le truc pour être heureux en tout, toujours envie de se faire mousser. Oh, la belle famille que voilà, c'est infernal. Jeanne pense soudain que si chacun avait un peu moins envie d'en mettre plein la tronche à l'autre, le monde se porterait bien mieux. Il y a soudain un agacement chez Jeanne, pas une jalousie, pas une rivalité, plutôt une aversion qui dépasse Cécile, qui dépasse l'autel, une colère contre ce monde qui ne supporte pas plus l'érosion, l'imperfection que la faiblesse. Fort, mais pourquoi faire ? Alors Jeanne referme le cahier sur lequel elle a pris des notes et simplement demande « Excusez-moi, mais si tout se passe si bien, pourquoi êtes-vous ici alors ?» Cécile bredouille, un peu surprise, un peu agressée par cette question, cherche ses mots. Elle a envie de décamper. Quelle idée elle a eue de venir ici ? Elle se tait, baisse la tête, respire. Elle dit « Parce qu'on ne se supporte plus, parce qu'on a envie de se cracher dessus quand on se voit, parce qu'il y a Valentine et qu'il faut faire bonne figure devant elle pour ne pas la traumatiser, parce que je suis si malheureuse de faire ainsi du mal à ma fille que je me demande parfois si j'ai eu raison de le quitter, parce que je me demande si je n'aurais pas dû me sacrifier pour elle, parce que j'ai peur qu'à 15 ans, elle ne veuille plus me voir, parce qu'elle comprendra que j'ai ruiné sa vie, parce que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre et que mon ex-mari me traite de salope au téléphone, mais fait comme si de rien n'était le lendemain. Parce que quand je repense à notre histoire, je n'arrive plus à savoir pourquoi on s'est aimé. J'y arrivais il y a quelques mois encore, mais là, je n'y arrive plus. Tout est entaché, tout est sali, même moi, je ne me reconnais plus. Je me pensais gentille, amoureuse, prévenante, facile à vivre. Je me découvre méchante, rancunière, mesquine, égoïste. J'essaie de retrouver le François dont je suis tombée amoureuse et sans cesse son visage se dissipe, l'image s'évapore, la voix s'estompe, je n'y arrive pas. Et puis elle ajoute à voix basse. Je suis tombée amoureuse de François à la première seconde où je lui ai parlé. Je l'ai voulu tout de suite. Je n'avais jamais voulu un homme de cette façon-là, jalouse, possessive, animale presque. Dans quelle contrée de moi-même ces sentiments se sont-ils terrés ? Où ont-ils disparu ? Se sont-ils dissous ? Comment est-ce possible ça ? Comment peut-on accepter ça ? Qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas recommencer ? Merci pour cette lecture. Et donc on voit dans cet extrait-là toute la complexité du rapport de couple, en fait, du mariage, avant même de parler du divorce. Et on pense finalement, en lisant votre livre aussi, à quel point le divorce est un phénomène nouveau dans nos sociétés. On ne divorçait pas il y a encore 60 ans, 70 ans, ça ne se faisait pas. Et aujourd'hui, quand on se marie, finalement, le divorce est une possibilité. Et il y a ce moment où il faut poser la décision. Et vos personnages sont dans une espèce d'ambivalence. J'y vais ou j'y vais pas ? Finalement, est-ce que je prends au sérieux ces signaux que m'envoie mon corps, que m'envoie ma raison, sur le fait que je ne supporte plus cette personne et que j'ai plus envie d'être dans son lit ? Ou est-ce que je fais pas ça à mes enfants ? Est-ce que je m'en accommode ? Est-ce que je m'accommode de la personne que je suis avec cet homme ou avec cette femme ? Et ça, c'est une question, on se dit que nos grands-mères ne se la sont pas vraiment posées, mais que nous, finalement, ce sont des vraies questions qui déterminent la façon dont vont se profiler nos années d'avenir une fois qu'on est marié. C'est une chance de pouvoir se la poser. Je pense qu'en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas se la poser, c'est certain, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix économiquement. Il y a aussi ce problème-là, malgré tout, que je n'aborde pas du tout dans ce roman, parce que ce n'est pas le sujet. Non, ils ne sont pas concernés mais c'est vrai que c'est un luxe, d'une certaine façon, je pense, de pouvoir se poser cette question. Paradoxalement, c'est ça. C'est le luxe du divorce, le luxe avec du son divorce, cortège d'épines et d'échardes. Exactement.
et le luxe de notre société, là, en ce moment, où on peut se dire, c'est plus pour la vie. C'est un luxe et en même temps un sacerdoce, c'est-à-dire que ce choix-là, cette liberté-là, du coup, elle est un peu vertigineuse aussi. Donc mes personnages, ils sont... en fait, c'est Cécile qui a quitté François parce qu'elle a rencontré un autre homme, c'est assez classique finalement. Je voulais que ce soit la femme qui ait quitté l'homme parce que souvent dans les romans c'est l'inverse, ça m'énerve. Dans les films aussi vrai, d'ailleurs. Dans la vie, c'est pas Je sais pas si c'est, en fait j'en sais rien, mais je sais pas si c'est plus l'un que l'autre. D'ailleurs, je n'ai pas de statistiques, mais en tout cas là j'avais vraiment envie que ce soit la femme justement qui prenne la décision. Et puis ils ont une fille. Je pense que c'est ça aussi la grosse difficulté, c'est-à-dire que en réalité, c'est ça la difficulté de ce couple. C'est parce qu'ils ont une fille que c'est compliqué. Je pense qu'ils n'auraient pas de fille, ils se seraient séparés. Et puis bon, voilà, ça aurait été difficile. Mais là, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier la famille ou pas? Est-ce qu'on est une mauvaise mère si, en l'occurrence, je dis une mauvaise mère parce que c'est la femme qui prend la décision, si on décide de quitter son mari et donc de moins voir son enfant puisqu'ils sont en garde alternée, qui était aussi le mode de garde, le privilégié aujourd'hui. Ce n'était pas du tout le cas il y a 20 ans, mais maintenant c'est plus comme ça. Enfin, c'est pas toujours comme ça, mais... c'est souvent comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça, est-ce que c'est mal, enfin, il y a aussi toute cette dimension du bien et du mal. Est-ce qu'elle a raison, Cécile, de quitter François? En fait, elle n'a pas de réponse. Je pense qu'elle espère, le personnage espère que l'hôtel lui apportera aussi des réponses à ces questions-là et peut-être l'adoubera dans son choix. Oui, tu as bien fait. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça le but de l'hôtel. Mais je pense que c'est un secret espoir qu'elle a de la rassurer sur ses choix. Et en fait, personne ne la rassurera jamais. Et dans le roman sont disséminées d'autres histoires de couples qui ne sont pas forcément des couples qui sont des personnages du livre, mais auxquels font allusion soit le narrateur, soit les autres personnages, mais ou justement qui ont choisi d'autres façons, c'est-à-dire des couples effectivement qui ne se supportent plus, mais qui restent ensemble parce que c'est comme ça, ou parce que le danger que ça peut représenter de se séparer, de divorcer, parce que c'en est c'est un danger à la fois économique évidemment et aussi personnel, quoi. La solitude, tout ça, être seul avec ses enfants ou son enfant, c'est pas évident. Et ce danger-là est trop difficile à prendre en fait. Et on est trop fragile pour le prendre. Il y a aussi tout ce que le couple représente comme image en fait sociale. La société est quand même faite globalement pour les couples, pour les familles, pour les couples, pour des choses un peu symétriques, quoi, encore aujourd'hui. Ces hôtels qui ne sont pas des hôtels, des divorce hôtels, qui sont des hôtels où les gens vont en famille avec des enfants qui ont leur papa et leur maman qui ne sont pas du tout en train de divorcer. C'est ça. Et vous parlez aussi, dès le début du texte, de la difficulté d'être mère. C'est Jeanne qui a 2 petits-enfants, qui a divorcé d'Ismaël, donc le père, et qui dit qu'elle est mère soumise, mère patiente, mais aussi femme travail, femme séduction. En tout cas, c'est ce qu'elle voudrait. Elle voudrait arriver à concilier tout ça, mais en fait, on voit les limites du modèle. Et on voit qu'elle crie sur ses enfants, qu'elle n'en peut plus, et puis que quand ils dorment, elle va leur chuchoter dans l'oreille qu'elle les aime. On l'a tout fait. Et vous montrez quand même ce point de douloureux quand même de ce qu'on demande à une femme aujourd'hui. De concilier des choses qui sont quand même d'un peu des jobs à plein temps, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est même plus que ce qu'on demande, c'est qu'elle se demande à elle-même. C'est ça la difficulté. C'est le personnage de Jeanne. C'est elle-même qui se demande ça, qui voudrait être toutes les femmes à la fois, d'une certaine façon, la mère parfaite et la mère aimante qui ne crie jamais, l'éducation positive, toutes ces choses-là formidables. Ça renvoie à ce développement personnel. Voilà, exactement, et qu'elle n'arrive pas à faire. Et donc, elle est dans une espèce de mouvement tout le temps de l'un à l'autre, d'acceptation de la réalité qui est que, bon, elle fait comme elle peut. Et puis de l'espoir qu'elle serait à la fois mère et femme. C'est un couple aussi, je reviens sur le couple de Cécile et François, mais c'est un couple que la parentalité a un petit peu détruit d'une certaine façon. C'est le fait de devenir parent qui les détruit en tant que couple. Et le personnage de Jeanne a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être parent et être une personne désirante et désirée en même temps. Est-ce que c'est possible
c'est des personnages qui ont une difficulté par rapport à ça. Ils ont du mal à être pluriels, en fait. Ils sont soit parents, soit désirants. Enfin, voilà, ils ont du mal à... Ils ont des frontières qui sont un peu étanches, quoi. Ils ne sont pas très flexibles. Ils essaient de l'être, mais tous autant qu'ils sont, ils sont tous un peu coincés, en fait, dans des rôles. Et le personnage de Cécile, donc, qui quitte François parce qu'elle a rencontré un autre homme, on sent que c'est ça qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à être mère et amoureuse en même temps. Elle a été mère et puis ça a été terminé. Avec François, elle a cessé de l'aimer. À un moment donné, il dit que c'est la peur qui les a dévorés, en fait, que la peur pour leur enfant, l'attention pour l'enfant, tout ce que l'enfant réclame et demande, et c'est qui est normal, les a détournés l'un de l'autre, en fait, et qu'ils n'ont pas réussi à faire autrement. Oui, je crois que vous parlez d'angoisse et de tremblement, en fait, avec l'arrivée de cette petite fille. Oui, ça crée une espèce de fragilité, en fait, chez eux, de devoir s'occuper d'un enfant. Ça les stresse beaucoup, comme pas mal de jeunes parents, enfin, de primo-parents. Et ça les tue en tant que couple, quoi. Il y a quelque chose d'ingérable, en fait, dans la pluralité de ce que c'est d'être parent et qui amoureux. Est un grand classique pour le coup de la psychanalyse, de la femme et de la mère-femme. Ouais, c'est ça, la maman et la putain, quoi, pour reprendre le... Et puis il y a des petites blessures qui ressortent, et ça c'est très intéressant, et c'est très réaliste, cette femme qui lui dit le jour de notre mariage, j'avais ma robe, j'étais coiffée, j'étais jolie, et tu m'as rien dit. Et ça paraît un détail à son mari. Pour lui, déjà primo, il explique qu'il aimait pas, enfin il le dit pas, mais il aimait pas tellement comment elle était le jour de leur mariage. Et pour lui, c'est un détail de pas avoir dit oh là là t'es belle avec ta robe, etc. Mais elle, en fait, ça s'est enfoncé et ça fait partie des choses qui deviennent impardonnables et qui deviennent des points qu'on se jette à la figure au moment du divorce. Oui, c'est ça. En fait, ce truc du mariage, c'est un peu comme le divorce, cette cérémonie, puisque c'est aussi une cérémonie. Mais c'est là qu'on voit qu'il y a une graine qui s'est plantée au mariage. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est presque au niveau de la rencontre, d'une certaine façon. C'est comme si les premiers éléments d'une rencontre, c'était ceux pour lesquels on... Je ne sais pas trop qui a dit ça, mais je trouve que ça existe. Les éléments de la séparation sont déjà dans la rencontre, finalement. Souvent, ce pourquoi on aime quelqu'un, c'est ce pourquoi on le quitte, quoi. Enfin, c'est une idée un peu répandue, mais je ne sais plus de qui elle vient. Mais là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce mariage, un peu en grande pompe, avec une robe blanche, lui, en fait, bon, il accepte, mais ça ne l'intéresse pas trop. Et elle est assez contente de rentrer dans cette espèce... C'est comme si elle rentrait dans les chaussons de ses parents, presque, ou dans un moule. Elle a l'impression de rentrer dans une photo de famille, quoi. Et c'est ça qu'elle aime, cette espèce de tradition. Et lui, en fait, il s'en fout complètement des traditions. Et cette espèce déjà de décalage entre eux dès le mariage, qui en fait n'est rien. La vie est faite de décalage et d'incompréhension. Et on fait avec, c'est normal. Mais chez eux... si le couple avait perduré, ça n'aurait rien été. Le fait que le couple se sépare, tout devient en fait matière à revenir en arrière et à regarder le passé avec les yeux de maintenant, c'est-à-dire du moment où on ne s'aime plus, et à dire ah oui, mais ça en fait, je n'ai pas aimé, alors que c'est la fin de l'amour en fait qui teinte l'amour de qui teinte l'histoire d'amour et qui la salit d'une certaine façon. Et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Cécile, dans le passage que je viens de lire, c'est-à-dire que elle n'arrive plus à voir l'histoire d'amour telle qu'elle est. Elle la voit salie par la fin de l'amour. C'est comme si la fin de l'amour effaçait ce qu'ils avaient vécu. Et la difficulté, c'est comment faire pour vivre quand on a vécu 10 ans avec quelqu'un en se disant « Est-ce que je me suis trompée ? Est-ce que je... » Alors que non. Mais les personnages n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Ils ont l'impression d'être embarrassés par le passé, en fait, et de ne pas savoir quoi en faire. Comme s'il fallait en faire quelque chose, quoi. Comme si, en fait, il fallait relire tous les souvenirs et leur donner une tonalité. Un sens, une tonalité. C'est ça. C'est ça. Il y a une chose très intéressante dans le texte, c'est la façon dont vous parlez du corps. Vous parlez beaucoup d'étreintes, de premières étreintes, de ce qu'on ressent, qui n'est pas toujours ce qu'on avait idéalisé. Ce ne sont pas des scènes qui sont érotiques ou forcément sensuelles, parce que vous allez chercher justement le détail qui tue. La chose pas sensuelle du tout. Pas si terrible que ça. Bon, et en même temps, vous montrez que se joue aussi quelque chose de crucial à ce moment-là. C'est ce qui va naître de cette vulnérabilité de l'autre, qui est nu et qui n'est pas parfait. Vous montrez très bien qu'il peut y avoir soit dans cette vulnérabilité-là quelque chose qui va toucher et qui va attacher et créer un lien, soit non, en fait, ça colle pas, quoi. Et ça collera jamais.
Bah, en fait, c'est vraiment le décalage entre le fantasme de la rencontre amoureuse et la réalité, quoi, et qui n'est pas forcément différent. D'ailleurs, parfois, ça colle et c'est fabuleux. Ouais. Mais là, en l'occurrence, les personnages, il faut qu'ils s'ajustent. Et souvent, dans les premières étreintes, justement, dans les premières fois. Donc, c'est vrai que je reviens beaucoup sur les premières fois parce que je trouve que c'est des moments qui sont géniaux, Bien en sûr. fait. Et j'ai adoré écrire ces passages. J'avoue que je prenais vraiment beaucoup de plaisir parce que je me remémorais toutes ces choses qu'on m'a racontées et que moi-même j'ai ressenties. Et c'est des moments qui sont pour le coup, il y a un peu des effets de cinéma dans ces moments-là, Ah comme ouais. je le dis, c'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants et tellement vivants, où on découvre, on vit les choses pour la première fois, je trouve ça fascinant. Et par rapport au sexe, par exemple, les personnages qui sont un peu romanesques ou cinématographiques, il y a une grande différence entre Oui. le cinéma qui filme une scène d'amour et la réalité, par exemple. Et le personnage, justement, se dit ça n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas de musique, les étoffes font du bruit, les corps ont des bourrelets. Enfin, voilà, il faut mettre un préservatif, on fait comment? Enfin, Ouais, vous parlez de tout cette pause un peu gênante. Voilà, c'est ça, quand le garçon doit aller chercher le préservatif, qu'elle fait la fille? Est-ce qu'elle doit l'aider, pas l'aider? Enfin, bref, le personnage se pose des mille questions auxquelles personne ne répond, parce qu'évidemment, en fait, c'est censé être vaguement instinctif, mais elle ne sait pas. Et je trouvais que c'était, en fait, je trouvais que c'était adorable de revenir sur ça et de mettre mes personnages dans cette situation un peu compliquée. Effectivement, c'est pas très érotique ce moment-là, mais c'était pas du tout mon but, en Non, fait, c'est à pas le vrai but, dire, mais vous dites des choses très intéressantes et qui sont pas dites en fait habituellement. c'est plus l'émotion, voilà, Ouais. qui m'intéressait. Et cette émotion-là de la première fois, et justement, comme le corps, dans son imperfection, peut être extrêmement attachant, en fait. Et qu'une histoire, ça commence aussi dans cette imperfection-là, et finalement, et dans cette intimité, puisque c'est vraiment ça, l'intimité, quoi. C'est ce qu'on ne montre pas aux autres. Je trouvais que c'était les prémices de l'amour, et que, justement, la difficulté, c'est que quand l'amour se termine, comment oublier ça, ou quoi en faire, quoi. C'est pour ça que le film de Gondry, justement, c'est très judicieux comme comparaison, parce qu'il y a vraiment, c'est la question du film, comment faire, quoi, avec le souvenir. Donc, oui, j'avais vraiment envie, j'aurais trouvé que c'était malhonnête d'écrire un roman qui parle autant d'amour et de séparation sans parler de désir. Ça me paraissait pas... c'est pas quelque chose que j'ai fait dans les autres romans, j'avoue. Donc, c'est la première fois que je faisais ça, mais c'était normal, quoi. Le désir et l'amour, c'est vraiment extrêmement lié. Et quand on se sépare de quelqu'un, justement, c'est aussi renoncer au corps de l'autre, quoi. Ce corps nous est défendu à partir de Et ça, ce moment-là. c'est aussi un levier intéressant dans le texte. C'est ce moment où il y a un doute qui s'installe. Parce qu'on se rend compte qu'il faut lâcher le corps aussi de l'autre et que tout ce qui nous avait ému, tout ce qu'on prenait pour... finalement, vous montrez très bien que la frontière entre notre corps et celui du partenaire s'efface un peu. C'est un problème aussi. Vous l'écrivez, hein, puisqu'il y a un moment où on finit par s'ennuyer comme si il n'y avait plus rien à découvrir. Mais en même temps, quand il faut rendre ça, le remettre sur le marché, pour parler vulgairement, il y a quelque chose qui se réveille et qui dit non, mais ça reste à moi. Et ça crée quand même... le rapport entre Cécile et Jeanne, parce que Cécile comprend assez tôt qu'il s'est passé, qu'il y a eu une étincelle entre Jeanne et François. Et ça, c'est un ressort aussi du week-end qui vont passer tous les trois là en huis clos. C'est comment les femmes se regardent l'une l'autre. Et vous montrez que dès leur première rencontre, vous expliquez, Jeanne dit qu'elle est très intuitive. Et elle perçoit Cécile comme une de ces femmes un peu... plus puissante et elle comme une plus... On voit qu'elle a une échelle, un peu une hiérarchie des femmes. Et ça, en fait, quand on y réfléchit, c'est réel. Oui, et en même temps, elle lutte contre ça. C'est-à-dire que le personnage se dit, je ne veux pas en faire ma rivale. C'est pas parce que c'est l'ex de celui pour qui j'ai eu un coup de cœur que je vais en faire ma rivale. Parce que malgré tout, c'est quand même entendu... souvent que les femmes sont des rivales et que, par exemple, une femme va en vouloir à une autre femme de lui avoir piqué son mari, mais le mari, finalement, c'est pas grave, quoi. Je résume énormément, mais ça, c'est un peu réel, quoi. On en veut aux femmes, mais à l'homme, on n'en veut pas, quoi. Donc, elle sait ça, donc elle le refuse, et je voulais qu'elle le refuse, parce que je me dis, je vais pas en faire... C'est un cliché aussi, les femmes qui se toisent et qui sont des ennemis. Je n'avais pas du tout envie d'entrer là-dedans, parce qu'en plus, je pense que c'est malgré tout pas le cas. Mais effectivement, par contre, il y a ce lien corporel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont connu le même corps. Et je ne sais plus quel personnage dit ça, mais il voit le monde comme une gigantesque partouze en disant, mais si tous les gens échangeaient sur les gens avec qui ils ont couché en commun,
chose qui se fait pas en fait. On va pas commencer à dire ah bon mais toi il fait ça. Machin. Et il s'est dit mais si les gens faisaient ça, mais ça donnerait des trucs complètement dingues. Et en fait il y a cette espèce de d'intimité du corps qu'on a connu et qui ne nous appartient plus et on ne raconte pas et c'est comme un secret en fait finalement. Et puis les corps changent en fonction des personnes aussi. Mais effectivement il y avait quelque chose qui est je trouve assez fascinant sur ça, sur les corps qui circulent et qui sont à quelqu'un puis à quelqu'un d'autre et puis surtout que la fin de l'amour rend interdit quoi. Effectivement ce que vous disiez c'est très vrai sur le désir, c'est-à-dire que le désir rend les corps acceptables, c'est-à-dire les odeurs, les goûts, le toucher devient agréable parce qu'on désire quelqu'un. Et puis quand on l'a tellement désiré, qu'on l'a tellement connu, en fait ça s'efface, ça devient un color inodore et donc le désir s'en va aussi. Enfin, il y a quelque chose qui se mord la queue en fait, qui est impossible à résoudre dans cette équation et avec lesquels les personnages ne savent pas quoi faire non plus. Mais ouais, c'est intéressant. Enfin, moi ça m'intéresse beaucoup. Puis vous montrez aussi que chacune de ces femmes est face à une jalousie un peu absurde, mais différente, qui est un peu la même, mais un reflet de l'autre. C'est-à-dire, il y en a une qui est jalouse du fait que l'autre a connu l'homme qu'elle convoite pendant toutes ces années, qu'elle a construit quelque chose, qu'il a voulu un enfant d'elle, que voilà. Et puis l'autre, en fait, est confrontée à la tentation de la jalousie parce qu'elle voit bien que cette femme va conquérir un corps auquel elle doit renoncer. Et c'est intéressant de voir, d'un côté, le côté très concret de ces sentiments qui sont naturels, mais en même temps le côté un peu absurde. Et ces deux femmes qui sont intelligentes et qui ne sont pas des femmes qui sont là pour se crêper le chignon, qui sont au-dessus de ce genre de choses-là, quand même, elle ressent ces choses et elle travaille autour de ça. Oui, c'est ça, c'est un peu primaire, c'est une réaction primaire, un peu, qui les déborde, mais contre lequel elle lutte. C'est-à-dire qu'elle se raisonne en fait, en se disant que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Mais c'est vrai que ça pourrait être une transmission et en fait c'est un peu... ça devient une intimité étrange, quoi, d'une certaine façon. Mais oui, j'avais pas envie d'en faire des ennemis quand même, vraiment. Parce que c'était pour moi un peu un cliché de faire des femmes des ennemis en parlant d'un homme en plus. Alors mon roman ne réussit pas le test de Bechler, là, le test de qualité zénitaire décrit dans son essai. Ah oui, qui consiste de femmes qui parlent, voilà, quand elles parlent ensemble, elles parlent d'un homme. Voilà. Ouais. Bon. Oui, parce qu'il ne faut pas que les deux femmes parlent d'un homme, il faut qu'elles parlent d'autre chose. Ouais. Non, mais c'est quand même ne passe pas le test. On n'est pas dans un roman sexiste. Hein, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, j'espère pas. J'espère pas. Pas du tout, non, justement, parce que ces femmes sont... Enfin, moi, j'ai trouvé que les personnages de femmes, autant l'une que l'autre, étaient... elles sont d'une intelligence et d'une... je sais pas, d'une volonté de bien faire et d'une volonté de garder la tête haute et de ne pas se rabaisser, à être dans la rancœur, à être dans l'attaque. Même si la tentation rôde en fait dans tout le livre, entre tous les personnages. Oui, bien sûr. Oui, c'est pas seulement les femmes entre elles d'ailleurs. C'est pas seulement les femmes entre elles, c'est lui aussi, François. Ah ouais, il a envie de la dézinguer, son ex-femme en fait. S'il s'écoutait vraiment, il a envie de l'insulter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle raconte, c'est qu'il l'insulte de temps en temps. Enfin, bon, au moment où le livre commence, il est déjà un peu sorti de ça, mais il est encore dans une rancœur et dans qui est une façon d'être quasiment. C'est-à-dire que c'est devenu leur rapport, c'est la rancœur, il a l'impression qu'il ne pourra plus jamais être détendu face à elle, mais c'est la mère de sa fille, donc il est bien obligé de faire avec, quoi. C'est uniquement ça qui maintient le lien. Et d'ailleurs, il dit souvent que s'il n'y avait pas leur fille, ils ne se verraient plus. Enfin, il l'aurait mise de côté, ça aurait été plus simple, quoi. Oui, puis il s'imagine aussi, lui aussi est jaloux de ce nouvel homme qui est rentré dans la vie de sa femme. Il s'imagine des trucs. Oui, le fantasme de l'amant velu et sexuel, enfin, avec une espèce de cliché d'un homme. Un pénis beaucoup plus gros que le sien. Un pénis énorme. C'est le fantasme de l'homme viril, de la virilité, en fait. Il s'imagine qu'elle est allée chercher ça parce que lui se sent effectivement pas comme ça. Et qu'en plus, ils se sont connus aussi très jeunes. Et il y a aussi cette espèce de... Comme si le fait de se connaître très jeune les avait un peu... ils ne pouvaient pas se mentir, quoi. Ils se sont vus grandir, ils se sont connus presque comme des enfants, hésitants, malhabiles, maladroits. Et que se quitter à ce moment-là de leur vie, donc vers 40 ans, c'est se réinventer en tant qu'adulte, en fait, et arriver à avoir des relations plus adultes parce que la personne qu'on va rencontrer, notamment au niveau du corps, sexuellement, elle ne connaît pas... balbutiant, adolescent et ne sachant pas ce qu'il faut faire avec une capote, quoi. Et donc on peut se réinventer comme quelqu'un
de sexuellement plus libéré. Il y a aussi cette chose-là qui est assez présente chez Cécile et François. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a ce fantasme-là. C'est-à-dire qu'il sait que après lui, ce sera un adulte, en fait, un homme. Donc du coup, l'homme, ça devient un fantasme de virilité. Mais il y a Jeanne aussi qui dit à Cécile, vous avez choisi, en fait vous êtes libre, et vous n'avez jamais vécu seul avant, et là vous choisissez, et finalement ça va vous sauver d'être prisonnière, enfin de ne pas décider, de ne pas... Et ça c'est intéressant comme parole. Oui, vous allez être des adultes en fait, vous allez... non pas qu'il faille forcément vivre seul pour être un adulte, c'est pas ça d'ailleurs ce que dit le personnage, mais c'est que quand on a vécu très jeune en couple, comme c'est le cas de ce couple, il y a quand même quelque chose de l'affirmation de soi ou de la construction qui s'est faite avec quelqu'un à côté, quoi. Jamais dans une forme de solitude où les limites de son propre corps, de son propre cerveau sont très définies. Donc c'est ça, elle lui dit, vous allez faire l'expérience du choix, l'expérience des limites de soi-même, en fait. Et en ça, c'est galvanisant. Le choix est galvanisant, ouais. Et c'est vrai. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est le mot espoir revient souvent dans le texte. Ah oui, moi j'ai remarqué parce que c'est un moment qui est quand même fort et qui est incongru finalement presque dans ce contexte du divorce où il y a l'espoir d'une nouvelle relation et cette fois-ci d'une relation qui serait réussie. Alors qu'en fait, ça m'évoque un peu cette question du deuxième enfant pour certaines femmes qui n'ont pas forcément eu un accouchement génial ou une grossesse géniale ou un début de maternité pas très facile. Et en fait, on dit souvent, bah voilà, on y retourne quand même. Et on se dit, non, je ne le ferai pas. Puis finalement, on oublie et on y retourne. Et il y a toujours cette envie, cet espoir qui revient. Et là, c'est un peu pareil, finalement. Ce sont des gens qui ont été très abîmés. Jeanne par son divorce, François par son divorce. En même temps, il y a quand même cette envie d'avoir cet espoir, en fait, que ça peut fonctionner quand même, ça peut remarcher, et peut-être pour toujours. Il y a cette espèce d'un décrottable romantisme. C'est l'élan, en fait. C'est plus un élan du cœur, en fait, qui est impossible quelque part, à altérer. Et malgré tout ça, malgré la rancœur, tout le ressentiment, enfin, tout la déception, l'espèce de salissure que ça peut laisser, malgré tout ça, il y a un élan du cœur et du corps, en fait, qui n'est pas raisonnable d'une certaine façon, que la raison ne peut pas entacher. Et c'est cette espèce d'équation bizarre que j'appelle espoir, effectivement, dans le livre, mais que je trouve en même temps follement réjouissante. C'est-à-dire, donc, malgré tout ça, il y a quand même quelque chose qui tient vraiment lieu de l'élan vital, je pense, pas de réussir, parce que ça voudrait dire qu'il y a un enjeu de réussite ou non, d'échec, mais plutôt de vivre encore, tout simplement, de ne pas s'enterrer, quoi. Et effectivement, peut-être cette fois-ci, avec la connaissance de soi, de l'autre, peut-être qu'on y arrivera mieux. Mais mes personnages, je crois qu'ils n'en sont même pas tellement là. J'ai l'impression qu'ils suivent leur élan en se disant donc c'est possible encore. Ouais. Et on en est juste vraiment au stade de l'instinct presque de survie, quoi. Il y a quelque chose de très animal entre eux, c'est-à-dire voilà, d'un coup une intuition que il y a quelque chose et on est grand, donc on le voit et on y va et c'est ça qui rend, je pense, le livre. C'est quand même un livre sur le divorce. C'est un livre dans lequel il y a des phrases, des mots, des passages durs qui peuvent faire écho en soi. Et en même temps, c'est pas du tout un livre déprimant. C'est pas un livre triste. C'est pas un livre sombre. Et c'est encore moins un livre cynique. C'est-à-dire que c'est un livre qui montre qu'il y a une espèce de cycle éternel de l'amour auquel on peut pas échapper. Et tant mieux, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et tant mieux, exactement. Et tant mieux, et même si à la fin ce couple va quand même à l'hôtel du bord des larmes pour de nouveau divorcer, c'est pas grave. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est cette espèce de cycle infernal et incessant et cet élan qui n'en finit pas de renaître chez les personnages. En tout cas, oui, je trouve ça très réjouissant. C'est pour ça que c'est un livre effectivement sur la séparation, mais c'est vraiment, enfin, c'est un livre qui parle d'amour aussi, de l'amour qui naît, quoi, et que tout amour qui naît est un peu une espèce de première fois, en fait, incessante, quoi, avec son lot d'espoir et de fragilité et d'adolescence éternelle, presque aussi. Il y a cette idée que
que l'amour, c'est un peu l'éternelle adolescence. Mes personnages, ils ont beau avoir été soi-disant un peu échaudés et élaborant des théories un peu sur ce que c'est que maintenant l'amour, etc. En fait, que dalle. Ils sont prêts à y retourner. Que dalle. Ils s'y retournent tout aussi naïfs finalement, sur le moment en tout cas, avec la même innocence et la même joie de la découverte et de l'expérimentation de ça, du désir. Mais je trouvais que c'était assez beau comme idée en fait, que malgré justement le cynisme que parfois, ou l'aigreur que peut apporter les expériences qui ne marchent pas, et qui me semble être un genre de sédiment naturel de la vie. Je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Trop de cynisme me déplaît, mais un tout petit peu de cynisme ne me déplaît pas forcément. Je trouve ça naturel, mais dans le livre, c'est vraiment contrebalancé par cet élan, justement, qui fait que malgré tout, bon, en fait, il y a quelque chose de tout à fait prime-sautier et adolescent dans l'élan, dans le désir, quoi, dans l'amour et le désir. Puis vous montrez qu'il y a un passage court mais très marquant sur... vous montrez ce que c'est que le deuil et l'inéluctabilité du deuil à travers l'image de cet homme qui retrouve chez ses parents des bocaux dans lesquels ils ont mis des élastiques, des bouchons de liège, des petites choses qu'on a dans sa cuisine, quoi. Et puis quand il est face à ça, il se dit mais je pourrais jamais jeter ces trucs, mais en même temps il faut. Mais ça veut dire qu'on a cru qu'on allait se servir de quelque chose. On a mis ça dans notre cuisine et puis un jour, le moment arrive où on n'aura plus l'utilité de ces élastiques, de ces pinces à linge. Et en fait, là, on se dit effectivement, l'amour, c'est un peu ça. C'est finalement, on a nos bocaux avec notre corps, nos bourrelets, notre confiance, notre envie, notre désir, notre vulnérabilité. Et on a toujours, en fait, on va continuer de les ouvrir, on va continuer de les regarder, de les secouer et de les prêter à des gens et de les reprendre. Et c'est pas ça. En fait, la fin, c'est la mort. La fin, c'est quand on n'a plus besoin. Exactement. Et c'est très touchant, ça. Oui, c'est un moment en fait où le personnage de François raconte que quand son père est mort, il était allé vider la maison et qu'il a retrouvé effectivement ses bocaux avec des petits sachets en papier craft qui avaient été pliés en 10 000 dans le fond, les personnes un peu âgées parfois, ou des élastiques, des bouchons de liège, etc. Et qu'il avait et que c'était effectivement une vie entière de menus fretins, c'est comme ça que c'est écrit, mais vraiment de petits gestes et de petites choses qui sont finalement effectivement tout à fait ce que chacun fait avec soi-même, avec nos petites... comme on s'arrange avec ce qu'on est, en fait, ce qui n'est pas toujours idéal. La boîte à outils qu'on a, quoi. Ouais, voilà, et puis on fait un peu avec, et parfois c'est un peu pas tout à fait ce qu'on voudrait, parfois c'est exactement ce qu'on voudrait, mais plus souvent on s'arrange, en fait, on fait avec, en essayant pareil pour le corps, quoi, en essayant de le faire qu'il soit au mieux, on va dire, et qu'en fait, voilà, la mort efface tout ça. Et justement, ce que j'aimais bien dans cette métaphore-là, c'est que par rapport à l'amour, justement, la rencontre, la nouvelle rencontre, elle permet de ressortir ses bocaux. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils servent toujours et ils sont bien, il y a plein de trucs dedans. Et qu'on pouvait à nouveau les rendre super attrayant, quoi, pour quelqu'un d'autre, alors que pratique et utile et pratique sympa. et vraiment utile, et vraiment c'est génial ce que j'ai là-dedans, regarde. Enfin, donc oui, j'aimais beaucoup cette image, et puis je trouvais ça fait partie des choses qui me touchent beaucoup, ce genre de petites choses que chacun fait sans même trop savoir pourquoi, de garder des choses, d'avoir du mal à jeter, d'avoir du mal à passer à autre chose, enfin voilà. Et vous avez vraiment un œil pour percevoir ces choses. Je pense que vous êtes une grande observatrice aussi du monde qui vous entoure et des rapports qui s'y jouent. J'ai une bonne mémoire, en fait. J'ai vraiment une bonne mémoire. Donc je me souviens de beaucoup de choses qui m'aident. Je ne me sens pas très observatrice, mais il se trouve que je me souviens de beaucoup de choses. Donc du coup, ça me revient, quoi. Ça m'aide. Bien, Elsa Flagel, nous sommes arrivés au terme du temps qui nous a été imparti pour cette discussion autour de Hôtel du bord des larmes, qui est vraiment un livre, comme je pense que la discussion le montre, un livre qui nous ouvre plein de portes de réflexion, qui nous touche aussi, qui parlera à beaucoup de lecteurs et de lectrices et qui dit des choses belles quand même sur l'amour et sur le divorce. Oui, tout à fait. Non, vraiment. Donc voilà, je rappelle le titre, Hôtel du bord des larmes, chez Mialet Barreau, et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation. Merci à vous, mais c'est moi qui vous remercie. Et voilà, je suis impatiente de lire la suite de votre production littéraire. J'y travaille. Sans pression.